Coucou, on se retrouve, nous sommes mardi 12 décembre et je n'ai toujours pas de micro. Ça va revenir, donc je suis désolée pour la piètre qualité de son. Je reviens pour ouvrir mes calendriers de l'Avent, mon calendrier de l'Avent en l'occurrence. Donc j'ai tout préparé, j'ai mon petit menu et j'ai le petit cadeau du jour que j'ai sorti du panier. Donc la thématique du jour c'est forêt. Et il y a écrit forêt c'est tout. Et je reconnais cette couverture, c'est le grand format de Sauroland de Rivers Solomon que Marion a lu assez récemment, publié au Forge Vulcain. En même temps, Rivers Solomon c'est au Forge Vulcain. Je suis quasi sûre que c'est ça. Alors je peux me tromper, peut-être que c'est une couverture qui ressemble, mais la forêt bleue avec le fond noir. Alors je vois la couverture des deux. Le grand format c'est une forêt bleue avec le fond noir et le petit format c'est un visage. Et je crois qu'il y a aussi une forêt d'ailleurs. Oui! C'est Sauroland. Il est assez épais, je me souvenais pas, me rappelais pas qu'il était aussi épais, il fait presque 500 pages. Donc Sauroland de mémoire, puisque Marion l'a lu assez récemment, je lui ai offert en livre mystère. C'est une femme qui fuit, je crois, une espèce de secte, qui se retrouve dans la forêt enceinte, qui va accoucher de jumeaux. Et je n'en sais pas plus. Je me souviens que Marion m'avait dit qu'il y avait des passages qui étaient assez durs, mais qu'il y avait aussi plein de choses hyper intéressantes. Donc elle avait beaucoup aimé. Je suis vraiment très très curieuse de le lire. Je ne vais pas le lire tout de suite, hein, concrètement, puisque je pense que j'en ai bien assez à sortir en termes de vieux livres et que c'est un peu l'objectif du mois de décembre. Mais par contre, je suis très 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 contente. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait une petite maison, on dirait plutôt un toit d'église au fond là. Ah, il est très chouette. Très jolie couverture comme toujours. Moi je suis assez fan des couvertures des Forges Vulcain. Alors qui a fait la couverture? Elena Vieillard. Donc je pense que c'est toujours la même personne. Et la traduction c'est Francis Guèvremont, comme pour Soif de sang. Et je pense une bonne partie des Rivers Solomon pour sûr. Mais des traductions des Forges Vulcain, je pense. Donc j'ai très très hâte de le lire. Ça m'intrigue énormément. Et puis j'aime toujours autant les éditions des Forges Vulcain parce que c'est toujours hyper aéré, hyper agréable à lire. Vraiment, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, qui propose des choses très chouettes. Donc, je suis ravie. Merci beaucoup Pénélope, c'est très très chouette. Voilà, donc ça c'était pour le petit calendrier du jour. On en est à 6 livres, il en reste 4 dans le tout et le reste. Donc j'ai hâte, comme toujours, de voir ce qu'on aura dans les prochains jours. Je reviens, je vais vous faire un petit point lecture que je n'ai pas fait hier soir. Concernant Sirène debout, je me suis munie de mes notes parce que j'ai dû prendre des notes parce que c'est tellement riche que c'est compliqué de faire sans notes. Je l'ai terminé, ça se lit. Alors déjà, premièrement, ça se lit très vite, ça se lit très bien parce que c'est composé de plein de petites nouvelles et je pense que la plus longue doit faire genre moins d'une dizaine de pages. Donc vraiment, c'est ce genre de livre qui se lit très vite, tout seul, avec un très bon rythme, avec, je trouve, une variation dans la manière d'écrire. Il y a des nouvelles qui vont faire beaucoup plus antiques et qui vont être dans l'ambiance beaucoup plus mythologique, des versions qui vont être beaucoup plus modernes. J'aime beaucoup l'écriture de l'autrice, je la trouve très vive, très vraie, très sincère, elle va droit au but, elle dit des choses et elle les dit très bien. Je vous avertis toutefois qu'il y a déjà beaucoup de violence évoquée, vous l'imaginez bien. C'est de la réécriture mythologique féministe et la mythologie c'est violent. Voilà, donc il va y avoir des agressions, toutes sortes de violences, toutes sortes de descriptions, je vous le dis, je vous préviens. Après, je trouve que là où c'est bien fait et où ça change, et pour moi ça change beaucoup, c'est que les 3/4 des descriptions qui sont faites sont réalisées du point de vue des victimes, et donc on n'est pas dans l'observation voyeurisme, je trouve, on est dans le ressenti des victimes, et ça change quelque chose quand même. Pour moi, ça change même beaucoup de choses dans le ressenti qu'on a par rapport à ce qu'on lit. Ça rend pas les choses moins dures, pas du tout même, mais ça fait moins voyeurisme. Bref, donc j'ai tout terminé, je vous en ai déjà parlé, je vous avais parlé de Daphné, d'Arachné, de Callisto de mémoire, et j'avais un peu parlé du reste de manière plus vague, parce que je peux pas parler de nouvelles chacune, dans la mesure où il y en a vraiment
énormément, mais sur toutes celles que j'ai lues, donc au moment où je m'étais arrêtée, j'étais à la moitié je crois, j'en ai relevé quelques-unes qui m'ont particulièrement marquée. Après, elles sont toutes intéressantes, il y en a juste certaines où j'ai été, je pense, j'ai été plus sensible à ce qui était dit que d'autres peut-être, ou alors juste, parfois c'était des thématiques un peu qui revenaient de l'une à l'autre, donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Je vais vous parler très rapidement par exemple des Eliades, qui est une nouvelle très très courte qui va parler de parentalité, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que Nina McLaughlin ne va pas parler que, entre guillemets, de femmes et d'agressions de manière générale, elle va aussi parler de choses beaucoup moins traitées je trouve, et surtout pas dans ce genre de format, et tout aussi importantes, qui font tout autant partie de la vie des femmes, et notamment dans les Eliades par exemple, et pas que, ça parlait de parentalité et aussi par moments de parentalité toxique. Donc par exemple dans la nouvelle d'Alkmen, on va parler de maternité, qui est quand même une des choses importantes de la vie d'une femme, alors pas de toutes les femmes, mais en tout cas des femmes qui ont des enfants, voilà. Donc c'est bien d'en parler aussi, c'est bien de ne pas l'occulter, de ne pas occulter cet aspect-là, surtout dans la mythologie, souvent la maternité n'est pas très heureuse, parce que c'est des enfants issus d'agressions, et parce que souvent les enfants soit sont enlevés, emmenés à la guerre, enfin on a souvent des parentalités malheureuses, et c'est important aussi je trouve de l'évoquer dans ce genre d'ouvrage. Alcmène, donc c'est la mère d'Hercule, hein, qui a donc été agressée par c'est Jupiter en latin, donc Zeus en grec. Cette nouvelle-là va parler de comment Alcmène vit sa maternité et comment elle fait tout pour que son enfant soit parfait, soit le plus beau, le meilleur, le plus grand. Et donc d'un côté on va avoir le temps de la grossesse où elle va être jugée par les autres parce qu'elle prend du poids, parce qu'elle vit d'une certaine façon, que voilà. Et ensuite on va basculer de l'autre côté une fois que son enfant naît, où c'est elle qui va juger les autres. C'était hyper intéressant parce que ça montre beaucoup de choses de la société et ça met en avant beaucoup d'attentes sociales. Et on va aussi parler dans cette nouvelle par exemple de la solitude des mères célibataires, de comment on peut se retrouver enfermé dans une espèce de relation seul à seul avec un bébé, et comment ça peut être difficile à vivre. J'ai trouvé que l'autrice vraiment le faisait hyper bien, que c'était à chaque fois qu'elle parle d'une thématique comme ça qui est un petit peu, on va dire, extraite d'un récit mythologique, elle arrive à choisir, à prendre la bonne nouvelle pour parler de la bonne chose. Et vraiment, cette nouvelle sur Alcmène et Hercule était hyper bien réussie. Ensuite, dans, par exemple, Fille d'Ivoire, donc on va parler de misogynie, et notamment avec Pygmalion. Ça n'était pas sans me rappeler Galatée de Madeleine Miller, et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, parce qu'on va parler de cette espèce d'attente de perfection qu'ont les hommes dans une société patriarcale, c'est-à-dire qu'une femme doit être parfaite, et la perfection va jusqu'à l'absurdité. Donc c'est exactement l'exemple d'une femme statue, c'est-à-dire une femme qui n'a pas de poils, pas de vergeture, pas de gras, pas de bourrelet, pas de transpiration, pas, je ne sais pas, de rots ou de choses naturelles en fait. Et donc de cette volonté que les hommes ont d'avoir une femme qui est parfaite, jusqu'à ne même pas vouloir une femme vivante. J'ai trouvé que la métaphore était géniale par rapport aux attentes sociales, et typiquement aux femmes qu'on peut voir dans les pubs, qui sont toutes lisses, toutes parfaites, qui n'ont pas un cheveu qui dépasse, qui sont toutes retouchées. Et c'était vraiment une métaphore géniale. Je pense que le mythe de Pygmalion se prête très très bien à ça et à ce qu'on peut vivre aujourd'hui. J'ai trouvé ça intéressant en fait, que finalement la libération passait par l'acceptation d'avoir un corps vivant et d'avoir un corps qui bouge, qui transpire, qui sue, voilà. Et c'était ça qui était mis en avant ici. C'était que, en fait, les attentes des hommes ne sont pas normales, ne sont pas acceptables, et on n'a pas à accepter ça, entre guillemets. Je dis pas que c'est facile, attention, hein, mais on n'a pas à accepter ça, on n'a pas à rentrer dans leurs critères de beauté, parce que c'est des critères impossibles à atteindre, et que même si tu arrives à cocher une case, tu pourras jamais toutes les cocher en fait, et on va te le reprocher ensuite de te laisser aller par exemple. Et bref, vraiment excellente réécriture, j'ai adoré cette réécriture, elle est très vraie, elle devrait être lue par tout le monde, mais par extension Galatée de Madeleine Miller aussi, c'était génial. Ça présentait pas les choses exactement de la même façon, mais le message de fond était sensiblement le même. Et là on va vraiment parler de misogynie, et c'était excellent, et surtout ça montre le peu d'évolution des sociétés sur ces 2000 dernières années, ou peut-être un petit peu moins, mais pas beaucoup moins, et c'est hyper important en fait, de montrer à quel point ça perdure dans le temps, et les attentes restent les mêmes en fait. On avait aussi le mythe d'Iphis qui était hyper intéressant. Donc le père d'Iphis dit à son épouse que si elle accouche d'une fille, parce qu'ils sont assez pauvres, il la tuera parce qu'il veut un fils, et donc la mère d'Iphis va... C'est redondant,
c'est redondant. Bref, la mère d'Iphis va prétendre que sa fille est un garçon à la naissance, va l'élever comme un garçon, l'habiller comme un garçon, l'appeler comme un garçon, et faire croire à tout le monde que c'est un garçon, donc tout le monde est persuadé que c'est un garçon. Et en fait, ce qui était vraiment génial dans cette nouvelle, c'était qu'on était en dialogue, et ça aussi c'est un procédé que j'ai beaucoup aimé, on était en dialogue entre les deux personnages, donc la mère et l'enfant, et ça parlait de tout ce qui s'était passé avant la transition d'Iphis, et donc tous ces ressentis, et ce qui était intéressant, c'était qu'il y avait cette mère qui n'était pas mal intentionnée, mais qui passait son temps à ramener les choses à elle et à comparer sa situation de femme avec ce qu'avait pu vivre Iphis, qui n'était pas du tout comparable pour évidemment plein de raisons. Elle n'était pas tant dans l'écoute que ça, et elle avait tendance à comparer ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle vivait avec ce que vivait son enfant, qui avait quand même eu des gros questionnements évidemment d'identité, ce qui est totalement logique, notamment par rapport au fait que Iphis va tomber amoureux d'une jeune femme qui s'appelle je sais plus comment, et que évidemment c'est un mariage impossible, puisque une fois qu'il sera marié avec cette jeune femme, elle va se rendre compte qu'il n'a pas les attributs classique d'un homme, et ça posait plein de questions en termes d'identité, en termes aussi d'adolescence, de puberté, bien évidemment, de tout ce que les hormones peuvent provoquer à la puberté, puisque Iphis, tant qu'il était, entre guillemets, un enfant, eh bien, le corps n'était pas tant différent, c'était pas, voilà, c'est pas des questions qu'on se pose quand on est enfant, en fait, je veux dire, juste la forme de son sexe, en soi, ça n'a pas d'importance quand on est enfant, et à la puberté, il y a un basculement qui va s'opérer, qui va être très difficile à vivre pour Iphis, et c'était bien abordé, c'était hyper intéressant. Et donc du coup, ça va aussi parler d'homosexualité, puisque Iphis, comment vous dire, j'ai peur de mal employer les mots et de dire des choses pas justes et pas bien amenées, mais en gros, Iphis a grandi comme un garçon, donc est un garçon, mais son corps lui rappelle que physiologiquement, il a des attributs féminins en fait. Et du coup, ça posait la question aussi de l'attirance et de son rapport à cette jeune femme. Bref, c'était vraiment une nouvelle très intéressante qui déjà de base est très intéressante bien évidemment, mais ici qui était traitée avec ce regard engagé, ce regard voilà, de féministe finalement, qui était très très chouette et très bien mené, avec plein de choses qui étaient abordées, donc autant dans les relations entre la mère et l'enfant, qu'avec le père, que dans la puberté, que par rapport à cette jeune femme, enfin vraiment beaucoup de choses abordées, très très chouette. Je sais pas s'il y a des personnes trans qui me suivent, j'aimerais bien avoir votre avis si vous l'avez lu sur cette nouvelle, parce que moi je ne suis pas concernée, donc je ne sais pas si si ça aurait pu être mieux abordé, mieux traité, mais n'hésitez pas à me dire si jamais, ça m'intéresse vraiment, parce que je veux pas dire des choses pas justes. On avait une nouvelle sur Écube qui traitait de guerre, d'exil, de massacre, de génocide, on peut dire, de destruction de la famille, etc., qui était très intéressante et qui était sous forme de conférence. C'était Écube qui faisait une conférence sur, je sais plus, l'exil, je sais pas quoi, et c'était très chouette aussi, très intéressant, avec ce public qui voulait toujours en savoir plus et qui était un peu intrusif. Enfin, c'était vraiment très très bien fait, très intéressant, et en plus, ça rejoint tout ce que je peux lire en ce moment sur 3. Je suis désolée, j'ai le nez bouché, je suis malade. Et enfin, dernière nouvelle que je voudrais aborder, qui était très chouette, c'était la nouvelle d'Eurydice. Pourquoi je veux vous en parler? Parce que j'ai trouvé que si tout le fil respectait le mythe classique, là où c'était génial, c'est que c'était très différent sur la fin. On n'avait pas du tout la même conception de ce moment où Orphée se retourne. Donc là, on est dans une nouvelle qui va être assez moderne, où Eurydice est musicienne, elle va rencontrer Orphée, enfin du moins celui qu'on pense être Orphée, qui s'appelle O, qui est musicien aussi, et en fait on va parler de relations toxiques, c'est-à-dire cette relation où finalement Eurydice finit par comprendre que si O n'arrête pas de la rabaisser tout le temps, c'est parce qu'il a peur qu'elle le surpasse. Et en fait, ce fameux moment où dans le mythe classique, elle est enlevée, etc., là, c'est une fuite, c'est une volonté de fuite. Et tout le jeu autour de ce moment où il se retourne, il y a un jeu sur le regard, sur la compréhension qu'a Eurydice de la situation qui était géniale, incroyable. Et surtout, ça posait des questions passionnantes par rapport au fait des relations toxiques et de pourquoi potentiellement on pouvait accepter d'être dans des relations toxiques où on est rabaissé, maltraité par l'autre, et en quoi ça pouvait aussi venir des modèles qu'on avait eu enfant. C'est-à-dire que là, Eurydice par exemple était dans une famille où son père rabaissait beaucoup sa mère par peur de la perdre. Enfin bref, je vous laisserai découvrir, c'était hyper bien tourné, et en fait finalement elle reproduisait ce schéma parce que pour elle c'était ça l'amour, puisque c'est ce qu'elle avait toujours connu. Et elle remet ça en question. Et c'était génial. Vraiment, Eurydice, c'était une très bonne nouvelle sur les relations toxiques, sur la reproduction des schémas et sur ce que les adultes donnent aux enfants
malgré eux. En fait. Donc vraiment excellent, excellent, excellent livre, j'ai adoré, j'aurais aimé le sortir avant mais ça a été un petit peu compliqué. N'ayez pas peur, si jamais il vous tente, il est très accessible, vraiment, il est très très accessible, il n'est pas compliqué à lire, même au contraire je dirais qu'il se lit très très bien. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à faire des pauses et à se laisser le temps de digérer certaines nouvelles parce que c'est très riche, certaines sont plus facile d'accès parce que la compréhension est beaucoup plus première entre guillemets, typiquement Eurydice. D'autres sont beaucoup plus métaphoriques, mais c'était génial. Éventuellement, renseignez-vous sur les mythes de base. Moi, il y en avait que je connaissais, d'autres que je connaissais pas très bien. C'est pas nécessaire de connaître les mythes de base pour les lire parce qu'il y a une logique en soi, enfin voilà, il n'y a pas de problème, mais c'est intéressant peut-être de voir ce qui était proposé à l'origine et comment Nina McLaughlin à retourner ça et à changer ça. Donc vraiment, je vous recommande très vivement cette lecture. Je remercie La Volte de m'avoir fait parvenir ce SP que j'ai absolument adoré, que je pense je relirai à l'occasion, en tout cas certaines nouvelles pour sûr, que je me suis notée. J'aurais pu mettre des petits post-it, mais je crois que j'en ai plus, bref. Et c'est vraiment important. C'est une lecture pour moi qui est importante. Je pense que c'est une lecture qui peut permettre de réfléchir à certaines choses, de se poser des questions par rapport à certaines choses. Et c'est important, en fait. Se poser des questions aussi parce qu'il y a ce côté très structural, social, etc. Mais il y a aussi tout ce côté très personnel de... voilà, il y a par exemple des nouvelles qui vont poser la question de la culpabilité de la victime, de comment on peut vivre une agression sur le moment, comment on peut ne pas se rendre compte que c'en est une et se rendre compte a posteriori. Enfin, bref, c'était excellent, 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 vraiment excellent. Je vous invite vraiment à l'emprunter s'il est à votre médiathèque, à le trouver d'une façon ou d'une autre, le lire et éventuellement le faire tourner, le partager. C'est ce genre de livre qui peut s'annoter et qui peut se prêter vraiment. Je pense que ça serait une très bonne chose à faire peut-être, de faire ça avec un groupe de personnes avec qui vous êtes plus ou moins d'accord, hein, parce que sinon ça peut être compliqué, mais et de se la noter, de se partager. Je pense que ça peut être très très intéressant, vraiment, parce que les ressentis et les vécus de chacun peuvent enrichir la lecture de ce livre, vraiment, sincèrement. Bref, donc je suis très contente de l'avoir lu. J'ai décidé d'enchaîner cette lecture avec L'Odyssée des femmes de Muriel Zack, qui est aussi une réécriture féministe, hein. Je vous montre le titre du prologue, vous comprendrez tout de suite. Une histoire d'hommes racontée par les hommes pour les hommes. Voilà, donc ça va être très chouette. Pareil, ça va se lire, je pense, assez vite. Et j'ai très envie de le lire depuis que je l'ai. Je n'ai pas eu le temps de le sortir, mais là, le moment me semble absolument idéal, puisqu'on va être dans une idée commune, et c'est très chouette. Donc je vous le redis au cas où, Muriel Zack, c'est la personne qui a écrit tous les feuilletons qui sont assez connus, qui ont été publiés chez Bayard, je crois. Vous savez, les feuilletons de Thésée, d'Ulysse, d'Artémis, et il y en a un autre, mais je ne sais plus. Je ne sais plus. Bref, qui sont très chouettes, très intéressants, très bien écrits, et voilà. Donc, concernant Muriel Zack, c'est une autrice, poète, éditrice, qui dirige aux éditions Actes Sud Jeunesse la collection Ceux qui ont dit non, parce qu'elle aime les rebelles. Donc je pense que ça va être vraiment très chouette. Donc ça pareil, je vais essayer de le lire assez rapidement, et je vous en reparlerai dans la foulée, parce que vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Donc c'est aussi un SP que j'avais reçu de la part de l'Iconoclaste en octobre et qu'il faut absolument que je lise parce que d'une il me fait envie, puis j'ai pas envie qu'il traîne, ça serait vraiment dommage et que vraiment là je pense qu'on est sur une transition parfaite. Concernant Pachinko, on a presque terminé avec Coralie, je pense qu'on est plus ou moins au même niveau toutes les deux. Donc j'en suis chapitre 11 de la dernière partie. J'ai plein de choses à vous en dire, mais là ça fait trop longtemps que je parle, j'ai très mal à la gorge, donc je vais le terminer, je vous en reparlerai je pense ce soir, en sachant qu'aujourd'hui on est sur ma fameuse journée plus où j'ai pas beaucoup le temps de filmer, j'ai pas beaucoup le temps de lire, mais j'ai bon espoir ce soir de réussir à terminer ça. Quand j'aurai terminé ça, je piocherai un nouveau papier dans ma pioche de lecture et éventuellement à attaquer ça en sachant qu'avec Marion on s'est prévu une lecture commune. Donc il est ici de Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor. Donc on doit se lire une petite 50aine de pages par jour, on s'est dit plus ou moins, voilà. Donc j'aimerais bien aussi, bien évidemment, attaquer ma lecture commune qui est prévue. Qu'est-ce qu'il est beau ce livre, je l'ai acheté il y a plus d'un an maintenant, j'avais flashé dessus en librairie et j'ai très envie de le lire. Je pense que ça va être aussi très très dur, là je suis dans des lectures affreuses en tout cas en termes de respect des femmes. De mémoire, le pitch de Qui a peur de la mort, c'est une jeune femme qui s'est fait bannir de son village parce qu'elle a été agressée par un homme. Je dis pas le mot pour éviter de me faire voilà, par YouTube, mais vous voyez ce que je veux dire. Et qui a des points magiques je crois et qui va être donc peut-être dans un esprit de vengeance, je sais plus très bien, mais vraiment ça me... Puis c'est Nnedi Okorafor, enfin, c'est quand même une plume très engagée qui va parler de plein de choses, de femmes, souvent de légendes d'Afrique de l'Ouest. Mais alors quel pays, je ne sais plus.
je vous redirai le pays d'Afrique concerné. Bref, on en reparlera, mais j'ai très hâte de l'attaquer. Et donc la couverture, c'était fait par Amo, voilà, au cas où. Et la traduction, je ne sais pas, Laurent Philibert Kaya, voilà. Voilà. Donc je vous laisse, parce que vraiment, là, ça va être trop long. J'espère que je vais réussir à récupérer un micro pour que vous ayez un son un peu plus correct. Je suis désolée de cet aléa, j'en suis la première navrée. Parce que même au montage, c'est chiant d'avoir un son tout pourri. Mais il faut faire avec aujourd'hui. Je pense que j'irai après acheter un câble ou je vais peut-être en trouver un chez moi, je ne sais pas. Je vous laisse, on se dit à plus tard. Bonne nouvelle, j'ai récupéré un micro potable, donc on devrait s'entendre beaucoup mieux et c'est très bien, surtout vous, parce que ceci dit, moi aussi en montage, hein, je m'entends beaucoup, donc le meilleur la qualité du son est mieux, c'est pour moi. Bref, je reviens, il est assez tard pour tout vous dire, mais pas tant que ce que je pensais, puisque j'ai fini 2 livres. Donc, j'ai terminé Pachinko de Min Jin Lee, qui était absolument excellent, que j'ai adoré, qui m'a touché, qui m'a bouleversé, dont je vous reparlerai, je pense, demain, parce que là, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps, vu que j'ai beaucoup parlé au début. Mais c'était génial, j'ai adoré. Enfin, franchement, c'était assez incroyable en termes d'émotion, parce que c'est rare que je sois sincèrement touchée. Et ouais, j'ai aimé. Bref, je vous en reparle demain, parce que je suis fatiguée et que je viens juste de le terminer, donc je suis un peu encore sous le coup de l'émotion, parce que la fin était assez touchante quand même, donc voilà. Et j'ai terminé avant ça L'Odyssée des femmes de Muriel Zac, que j'ai annoté. Il y a un code couleur. Alors en fait, à l'origine, il y avait 2 couleurs, mais j'avais plus assez de post-it des 2 mêmes couleurs, donc j'ai dû improviser avec des variantes. Donc, pareil, je vous en reparlerai, je pense, demain. Parce que j'ai pas mal de choses à dire. Sachez juste, comme ça, à vif, et on en reparle demain, promis, que dans l'ensemble, j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé, mais il y a quelques points de divergence avec l'autrice. Ceci étant dit, enfin que j'ai moi personnellement avec l'autrice, et c'est personnel. Pourquoi je vous dis que c'est très personnel? Parce que c'est de la mythologie, donc c'est des choix d'interprétation et des choix de vision. Et l'autrice le dit très bien, c'est comme ça qu'elle introduit l'ouvrage, et j'ai trouvé que c'était extrêmement intelligent, et je suis totalement d'accord avec elle pour le coup. Elle dit « Cette anecdote m'est apparue comme révélatrice de la plasticité de la mythologie grecque. Chacun de ceux qui ont écrit sur les mythes antiques a donc bel et bien raconté ces mythes. » Donc c'est ça en fait, c'est que les mythes, encore une fois, je sais que j'ai dit plein de fois, mais bon bref, les mythes n'ont pas de vérité historique, c'est pas de l'histoire avec un gros H. Donc, à partir du moment où quelqu'un s'approprie un mythe, donne son interprétation et sa vision des choses, ça n'est pas plus vrai ou plus faux qu'un autre, ou qu'une autre vision, ou qu'un autre mythe. On met juste des choses dedans par rapport à plein de facteurs, que ce soit des facteurs idéologiques, des facteurs de personnalité, ce qu'on a envie de voir ressortir des choses, aussi parfois les études ou ce qu'on a lu par le passé. Donc moi j'ai des points un petit peu de divergence avec l'autrice sur certaines choses sur lesquelles je reviendrai, mais dans l'ensemble c'était hyper intéressant, j'ai trouvé que c'était vraiment très très intéressant. Ça se lit très vite, hein, ça se lit très bien, vous avez vu, je l'ai lu en une journée. Ça aborde plein de personnages en fait de la mythologie et des histoires assez précises, un petit peu comme le faisait Nina McLaughlin, sauf qu'ici on est dans de l'analyse et de l'essai plus comme mythe miroir de nos sociétés. Donc c'est un peu un mélange entre les deux, parce que mythe miroir de nos sociétés, ça proposait une réécriture plus une analyse. Ici on est vraiment dans l'analyse avec un récit rapporté de certains passages de certains mythes, mais ça reste de l'analyse. Et Sirène debout, c'est vraiment totalement de la fiction et du récit. Donc c'était hyper intéressant d'enchaîner ces lectures. Ça m'a permis déjà de comparer certaines choses que pouvait penser par exemple Nina McLaughlin ou mettre en avant qui était en accord ou en divergence avec Muriel Zac. Et elle fait référence aussi à des lectures que j'ai pu faire, je pense notamment à Pat Barker qui est Le silence des vaincus, et c'était hyper intéressant. Donc bref, je vous reparlerai en détail de cette lecture demain. J'ai pris beaucoup de notes, c'est pour ça que je le fais pas là, parce que d'une part je suis un peu fatiguée, d'autre part je voudrais faire mon calendrier de l'Avent et piocher mon prochain livre puisque j'ai lu Pachinko, et enfin j'ai pas envie que ça dure 45 minutes, ce qui va être le cas si j'attaque avec ça. Donc comme demain il y a peu de chances que je termine un nouveau livre, je vous ferai le point lecture, ça ira vite parce que j'en ai beaucoup parlé, ça sera sûrement plus long, mais j'étale, voilà, j'étale ça.
Avant de passer au calendrier de l'Avent du jour, je vais vous montrer mes prochaines lectures. J'ai la lecture commune de Qui a peur de la mort que je fais avec Marion. Je n'ai pas lu la partie du jour, ça commence sur les chapeaux de roue. Voilà, je voulais finir ce que j'avais entamé, donc je commencerai ça demain. Alors demain c'est mercredi. Mercredi c'est la course, comme vous l'avez vu la semaine dernière, sauf que ce mercredi-ci, demain matin je travaille pas, donc on va être beaucoup plus tranquille. Mais de là à lire, faut peut-être pas exagérer, je pense pas que j'aurai le temps de lire ni le matin ni avant le soir à mon avis, bref on verra, mais dans tous les cas je lirai ça demain. Voilà, écoutez, on en reparlera demain. J'ai très hâte de commencer. Marion a commencé et m'a dit que dès le début ça donnait très envie, donc je suis très curieuse. Ensuite, prochain SP que je souhaite lire, puisque j'ai une petite pile de SP qui est ici là, c'est Le système de la tortue, la trilogie baryonique de Pierre Rofast, qui est le deuxième tome de la trilogie, du coup que m'a envoyé très gentiment la maison d'édition Les Forges Vulcain, aux Forges Vulcain. Donc j'ai très envie de le lire, j'ai très hâte de le lire, et il est temps qu'il sorte de ma palle parce que ça fait 1 mois et demi que je l'ai, donc j'ai très envie de le lire. Donc voilà, en gros je vous en ai parlé il y a pas longtemps je crois, j'ai l'impression d'en avoir parlé il y a vraiment pas longtemps. Bah oui, j'en ai parlé dans la vidéo du coup d'hier, puisqu'il était dans mon bilan du Cocorico. Donc, je vous laisserai aller voir la vidéo d'hier si vous voulez un résumé, etc. Et un peu mon avis sur le premier tome. Mais j'attaquerai ça. Je sais pas si je l'attaquerai demain. Ceci va clairement passer en priorité, parce que c'est une lecture commune. Et je vais aussi me piocher une lecture avec vous juste après, mais si je l'attaque pas demain, je pense que je l'attaquerai demain soir à mon avis, au moins un chapitre histoire d'entamer le mouvement, mais sinon après-demain pour sûr, jeudi rien de prévu, je l'attaquerai jeudi et je pense que ça va se faire très vite. Le premier tome s'était lu très vite, j'avais dû me réfréner pour pas l'enchaîner trop vite parce que c'était l'objet d'une vidéo dédiée que je vous remettrai en barre d'infos, et voilà, donc bref, je m'étale encore. Et donc, troisième lecture que je vais prévoir, ça va être une petite lecture que je vais piocher ici. Donc on va découvrir ça ensemble. C'est à la fois très excitant de piocher ces lectures et il y a une petite appréhension, je vous cache pas. J'ai un petit papier, donc on part sur Les Oiseaux du Temps. Très bonne relecture, très chouette. Donc toujours avec moi, relecture des Oiseaux du Temps. J'en suis absolument ravie, d'autant que c'est très court, donc peut-être même que c'est ce que je vais m'enchaîner, je vous avoue, parce que j'ai très envie. Très contente, du coup ça fera pas avancer ma palle puisque j'ai déjà lu, mais ça va me faire plaisir et ça c'est bien. Voilà, donc on part sur ce trio de lecture pour la semaine, en espérant... Normalement cette semaine je devrais réussir à lire un peu plus que la semaine passée, parce que l'enfant est moins malade et qu'il y a des grands moments où il joue tout seul et donc moi je peux lire. Quand je dis des grands moments, c'est une quarantaine de minutes par-ci par-là, mais mine de rien, c'est ça de prix. Donc, puis peut-être pendant la sieste, puisqu'il n'est plus malade, donc il refait des siestes. Je vais faire ça, on verra comment j'avance, je ne sais pas, je vais faire au mieux de toute façon. Et ben voilà, je suis plutôt contente de moi. Donc, objectif de demain, vous l'avez vu, je vais maintenant passer au calendrier de l'Avent et 5 lectures que j'aimerais lire en 2024. Et quand je dis 2024, c'est début 2024, bien évidemment, puisque c'est que 5 lectures. J'aurais pu vous en présenter 10 ou 15. Avec Pénélope, on s'est limité à 5 parce qu'on s'est dit on va pas être trop vache, sinon ça va finir en pâle, encore une fois, avec tous les livres, on va tout mettre. Donc on va essayer de se limiter. J'en ai présenté 5 sur Instagram. Je pense qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, les 5 seront encore sur Instagram. Enfin, en tout cas, à l'heure où cette vidéo sort. Ils seront encore sur Instagram, donc j'en ai présenté 5. Et comme je suis une grosse tricheuse, j'en présente 5 autres ici, parce que comme ça m'a évité de devoir trop choisir. Vous allez voir que ces 10 livres en tout, eh bien, sont très majoritairement féminins, écrits par des femmes, des autrices. Là, je vais vous présenter 5 livres écrits par 5 autrices. Et je crois que dans les autres que j'ai présentés sur Instagram, 4 sur 5 ou 3 sur 5 étaient écrits par une autrice. Donc écoutez, ça me va très très bien. Donc, j'ai sorti les belles éditions pour l'occasion. En réalité, c'est pas du tout parce qu'elles sont belles que je les ai sorties, c'est parce qu'ils me font envie. Mais ça tombe plutôt pas mal. Donc je vais vous les faire dans l'ordre où je les ai posés à côté de moi. Et vous allez voir, il y a un petit peu de tout. Premier livre que j'adorerais lire dès janvier, c'est Starling House de Alix Iaro, qui est un VO que j'ai reçu dans l'Illumicrate du mois de novembre, qui est exceptionnellement beau, à mon sens. Voilà. Donc avec cette maison très mystérieuse, cette couverture transparente. Franchement, je suis ultra fan de la jaquette. Je le dis, si tu passes par là, Cécilia, cette jaquette me plaît beaucoup. Et avec des cornes... Non, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Des corneilles?
Pas sûr, des G, non pas des G, on dirait un peu des étourneaux avec des petits points. Je ne sais pas, nous verrons bien ce que ça donne. Toujours est-il qu'il est absolument magnifique. Je n'ai pas lu le résumé. C'est du Alix Iharo, donc je sais que ça va se lire a priori assez bien. Je crois qu'elle est assez accessible en VO. De toute façon, on verra bien, écoutez. Après, c'est les versions anglophones, donc c'est dense, mais on verra bien. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Très sincèrement, j'en sais pas grand-chose, donc on verra bien. En tout cas, il me fait envie. Franchement, il me fait de l'œil depuis que je l'ai reçu, de manière assez... voilà, il m'appelle, il brille, il me dit lis-moi, avec ce cimetière et tout. Ça aurait été tellement parfait pour Halloween. Quel dommage de l'avoir reçu fin novembre. En plus, c'est génial parce que, du coup, je vais vous montrer quand même, parce que quitte à le présenter, on y va à fond. Là, on a la façade de la maison, qui est franchement mais exceptionnelle, avec ces petits points brillants là, je sais pas si vous voyez, est-ce que ça rendra, ouais c'est trop beau. Et là on a le dos avec le cimetière derrière, et donc avec plein de croix écrit Starling, donc c'est sûrement le nom de famille des habitants de cette maison qui a l'air hantée. Voilà, premier livre que j'aimerais lire en janvier. Deuxième livre que j'aimerais beaucoup lire assez rapidement en 2024, que Pénélope a, oui d'ailleurs Pénélope là aussi je crois, que The Riddler a, et que Cécilia a, et peut-être qu'on pourrait se faire une méga lecture commune et ça serait génial. C'est Psyché et Eros de Luna McNamara, réécriture de Psyché et Eros, c'est original. J'aime beaucoup comment dire, les couvertures des hautes villes sous les jaquettes, même si je trouve que, encore, vous voyez, hein, comme quoi tout arrive, je préfère la jaquette, ici. Je trouve qu'elle est plus jolie, plus travaillée. Bref, du coup, je vois pas l'intérêt d'avoir mis une jaquette, en fait. Ça, sur la couverture, ça aurait été très bien. Mais bon, soit. Derrière, c'est écrit « Qui a dit que l'amour véritable était un mythe ?» Je ne sais pas du tout. Ce que je peux vous dire du mythe de Psyché et Eros, ce que j'en sais, c'est que Aphrodite était jalouse de la beauté de Psyché, qui était une humaine, a demandé à Eros, donc Aphrodite demande à Eros, de se débarrasser de Psyché, je ne sais plus comment, genre là, faisant tomber amoureuse de je ne sais pas quel être répugnant ou quoi, et en fait il va tomber sous son charme, je sais plus, j'espère que c'est pas que physique, et il va la cacher dans un endroit, voilà, un petit peu, une espèce de tour un peu à la réponse, sauf qu'elle est consentante et que je crois qu'elle l'aime aussi, et que voilà, mais il va donner des règles un petit peu à la Barbe Bleue, c'est très confus, et elle va pas les respecter, et je sais plus ce qui va se passer, mais ça se finit pas bien à l'origine, donc on verra. Ici, comment c'est réécrit. Sincèrement, je suis extrêmement curieuse. Je le trouve très beau. J'aime beaucoup le travail de chez Hauteville en général pour les réécritures. Donc, écoutez, en plus, ça me fait découvrir une nouvelle autrice. C'est très bien. Troisième livre qui, pour le coup, rentre dans mes reliques, que je veux absolument lire très très bientôt. C'est La main gauche de la nuit d'Ursula Le Guin, que m'a offert mon amoureux quand même en mars dernier, ou en février dernier. Enfin, il serait peut-être temps qu'il sorte, quoi. Donc, en gros, ici, donc c'est une très jolie édition collector de chez Robert Laffont, très shiny, enfin voilà, qui me plaît beaucoup. Et donc, ici, on est sur une planète glacée, il n'y a ni homme ni femme, que des êtres humains, des hermaphrodites qui, dans certaines circonstances, adoptent les caractères de l'un ou l'autre sexe. Et on a un ambassadeur venu de Terre qui est chargé de rallier cette planète aux autres, déjà réunis aux couleurs de l'écoumène. Et donc voilà, on va suivre ça. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va pas réussir? Je ne sais pas. C'est le prix Nebula de 69 et le prix Hugo de 70. Oui, apparemment, plus ou moins une référence, quoi. Donc vraiment, j'aimerais beaucoup le lire. C'est Ursula Le Guin. Je n'ai pas lu beaucoup de choses d'Ursula Le Guin, mais j'ai envie de tout lire et je ne le fais pas. Et ça me dépite. Mais là, on est sur un format assez court. C'est 300 pages. J'aimerais bien qu'il sorte idéalement en janvier aussi. Hein. Après tout, pourquoi pas 5 livres en janvier, c'est largement faisable. Quatrième livre, aussi écrit par une femme, dans d'une petite maison d'édition indépendante, enfin petite, je ne sais pas, mais en tout cas d'une maison d'édition indépendante, c'est L'Humanité Femme de Johanna Russ. L'Humanité Femme, je l'ai vu passer il n'y a pas longtemps sur le compte Instagram d'une personne que je suis et avec qui j'ai pas mal de goûts communs. Et apparemment c'est très 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 drôle, donc ça me fait très envie. Et on est encore une fois sur une histoire d'hommes disparus suite à une pandémie, les femmes ont survécu, elles se sont adaptées, elles ont fait une nouvelle société. Et dans un espèce d'univers parallèle, on est dans quelque chose de plus classique, dans un univers un peu plus comme le nôtre, avec du patriarcat et du sexisme. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais apparemment c'est très drôle. Donc je suis vraiment, sincèrement, très curieuse. Je pense que ça va se lire super vite, ça fait genre 260 pages. Et franchement, c'est pas des... Enfin voilà quoi, ça va. Franchement ça va.
Donc ça, j'aimerais vraiment bien que ça sorte. La couverture est très très jolie. Je ne sais toujours pas qui a fait cette couverture. Est-ce que c'est qui AOR? Est-ce que AOR, c'est une entreprise de graphiste? Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, j'aime beaucoup cette couverture au demeurant. Je vous le dis. Voilà. Et enfin, le dernier, et non des moindres, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Non, pas du tout, pas le meilleur. Mais enfin, pas forcément le meilleur. Puis de toute façon, j'en sais rien, je ne l'ai pas lu. Mais en tout cas, le très joli pour la fin, le très attendu, celui qu'on voit partout. Babel, voilà, de A.S. Kwang, qui est de toute beauté, que j'ai vu passer beaucoup de fois ces derniers temps, que les gens qui l'ont lu en ont fait des très bons retours. Je sais que ça ne fait pas l'unanimité, mais en fait, je pense que c'est tellement pas le credo habituel de Saxus que les lecteurs habituels de Saxus, peut-être, ont été un peu étonnés et ne s'attendaient pas à ça, en fait. Mais vraiment, sincèrement, ça n'a pas tellement de rapport avec les 3/4 des publications de Saxus. Donc je peux comprendre que ce soit déstabilisant. R.F. Kuang, c'est vraiment pas, on n'est pas dans de la fantaisie avec des romances et tout, quoi. On est vraiment dans des trucs ultra violents, ultra adultes, avec des thématiques hyper engagées, et c'est pas forcément ce que publie de Saxus habituellement. Bref, en tout cas, c'est très bien qu'il l'ait fait, c'est très bien que ça a été traduit par Michel Pagel, ça va parler de colonialisme, ça va parler sûrement d'impérialisme, de beaucoup de thématiques qu'on retrouve a priori pas mal chez R.F. Kuang, donc voilà, j'aimerais beaucoup le lire en début 2024. Emmeline, là, je crois qu'on s'est dit avec Emeline qu'on se le sortirait en début d'année 2024. Voilà, donc j'aimerais bien le sortir rapidement. J'ai pas envie que ça devienne une relique parce que ça me fait très envie. Je vous dis sincèrement, la jaquette est très belle, mais alors, encore une fois, pourquoi ces couvertures affreuses? Moi, je comprends pas, je trouve ça vraiment pas joli, quoi. Je déteste les écritures sur les citations. Je sais plus qui a fait ça dernièrement, a fait une grosse citation. Bah c'est de Saxus, c'est Nevernight. Une grosse citation là sur le jaspage, mais quel dommage. Par contre, en dessous, on a une très jolie carte. Ça, c'est très chouette. C'est très très chouette, la carte est très belle. Bref, je vais lire ça très certainement bientôt. Donc voilà, vous avez ma petite palle de livres que je souhaiterais lire en 2024. Vous imaginez bien qu'il y en a beaucoup d'autres que j'ai envie de lire, il y en a beaucoup d'autres que j'avais envie de citer, que je n'ai pas cité. J'ai dû choisir, c'était pas évident. J'ai été honnête avec ce que j'avais vraiment envie de lire là, maintenant, tout de suite, spontanément. Donc j'ai sorti ça, mais en fait, il y en a vraiment plein qui me font envie. J'aurais pu citer Biotaniste d'Anne-Sophie De Vries, qui me fait très envie, d'ailleurs, que je dois lire, je pense, avec Emeline. J'ai les Binti aussi, que je dois lire avec Pénélope, qui me font très envie. Absolu, La quête des Willan, Du dans l'ombre, Le temps des sorcières, tous ceux qui sont là. Bref, tout ça, ça me fait très envie, mais bon, j'en ai choisi 5. Écoutez, c'était le jeu. Bref, il est temps que je vous laisse parce que je pense que cette vidéo va durer plus d'une demi-heure et c'est scandaleux vu que je n'ai filmé aucun plan entre les deux plans. Entre les deux plans où je blablate, hein, voilà. Je voulais, avant de vous laisser, vraiment, je fais un petit point, et vraiment après je vous laisse, vous remercier pour vos très gentils commentaires. Il y a des personnes qui sont venues en commentaire, qui m'ont dit qu'elles commentaient pas habituellement, effectivement, je n'ai pas forcément reconnu les pseudos, et qui m'ont dit des choses très très gentilles, et je voulais vous dire que ça me fait très plaisir que vous preniez le temps, et que ça soit une envie spontanée aussi de votre part, de m'encourager, me dire des choses gentilles, parce que bah, ça met un rapport un peu humain. C'est vrai qu'on ne réalise pas, quand on fait des vidéos, que par exemple là on est plus de 1400, c'est difficile de le réaliser en fait, parce que finalement les seuls échanges qu'on a, c'est par commentaire, et comme bah, on échange souvent avec certaines personnes qui sont très présentes en commentaire, on a presque l'impression qu'on est 10 ou 20, ou voilà. Et bah, que des nouvelles personnes prennent sur elles, peut-être parce qu'elles sont pas à l'aise avec ça, et viennent me laisser des commentaires, ça me fait très plaisir. Donc je voulais vraiment vous remercier pour ça. Ça m'a trop touchée. Il y en a eu quelques-uns ces derniers jours et c'était vraiment absolument adorable. Sachez que ça me fait plaisir. Sachez que si vous me laissez un commentaire, je répondrai toujours avec grand plaisir. Que je suis très sincère quand je vous dis que ça me touche, vraiment. Et n'hésitez pas, si vous avez Instagram et que vous voulez discuter, à venir sur Instagram, puisque là c'est un contexte de discussion privée, donc c'est voilà, peut-être plus simple aussi. Donc je vous fais vraiment de très très gros bisous à vous tous et toutes, principalement toutes, on va pas se mentir. Je vous souhaite une très belle journée, plein de très belles lectures, et on se dit à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye bye.